Barth, c'est un spécialiste new-yorkais de la gestion d'espaces publics. Il a une formation en sciences politiques. Il a commencé à travailler avec Bryant Park, où il y a travaillé pendant 15 ans en tant que vice-président business affaires. Il a ensuite travaillé pour la High Line, puis pour Times Square. Il a également travaillé pour l'équivalent de la Société du développement commercial de la 5e Avenue et pour l'agence de conseil en placemaking de Times Square. Il réalise diverses collaborations à Montréal en tant que jury ou pour des entreprises et des organismes locaux. Ensuite, ce sera Jérôme Glad qui parlera, donc cofondateur de La Pépinière. Il a travaillé sur une 40aine de projets de mise en valeur et de cogestion d'espaces publics. Il a une formation en architecture et en design urbain. Il a été un des cofondateurs de l'Association de design urbain du Québec, qui a été très actif sur la question du placemaking, qu'il a amené à fonder la Pépinière Espace Collectif, qui a porté des projets de grande envergure, notamment le village au pied du courant, des jardineries ou des projets à petite échelle, comme le carré NDV dans Merci Hochelaga Maisonneuve, la place de marché à Atwater ou encore la Marina Saint-Roch à Québec, donc à l'échelle d'un quartier. Donc la Pépinière vient de plus en plus en support à des municipalités ou des organismes qui souhaitent développer des projets similaires. On pourra l'aborder un petit peu plus tard. On lance notamment le guichet d'initiative, donc soutenu par la Ville-Centre, pour justement démultiplier des initiatives dans les milieux de vie et dans le cœur des quartiers. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Jérôme Barth. Merci beaucoup, Laura. Donc, je vais commencer avec une petite vue pour vous présenter pourquoi on a choisi de parler de ce sujet. Donc, la crise du Covid-19, du coronavirus, ça remet en cause nos modes de vie de manière totalement drastique et totalement pas prévue dans toutes les grandes métropoles du monde maintenant. Et on se pose donc la question de qu'est-ce qui va venir. On espère tous qu'il va y avoir un après, et qu'est-ce qui va se passer après. Brièvement, je veux juste parler un tout petit peu de est-ce que ça va changer les comportements des citoyens, des utilisateurs dans l'espace public, et comment est-ce que ça va les faire évoluer. Bien sûr, personne ne le sait pour l'instant. Ma perspective, ce serait de dire que oui, ça va changer, mais en même temps, je pense que l'espace public va sortir renforcé de la crise, parce que ça va devenir vraiment un endroit où, encore plus que d'habitude, les gens vont vouloir se rendre. Je pense qu'on peut le voir même dès maintenant. Moi, je me déplace beaucoup moins que d'habitude, mais dans mon quartier, autour de chez moi à Brooklyn, on peut voir que dès que les gens ont l'occasion de sortir pour un prétexte ou pour un autre, ils le font. Dès qu'il y a un rayon de soleil dans ce printemps assez médiocre que nous avons là au nord-est des États-Unis, les parcs sont bondés. Certes, on voit que les comportements ne sont pas les mêmes. Il y a une distanciation, il y a une espèce les gens sont presque maladroits dans la manière dont ils gèrent leurs relations les uns par rapport aux autres, parce qu'ils essayent de définir quel est le nouveau paramètre de ce qui est acceptable, même je veux dire, est-ce que mon enfant peut aller par-ci, est-ce qu'il peut faire ça, mais la valeur de l'espace public, elle reste intacte. Et donc, je pense que ça va devenir un enjeu encore plus important dans l'après-crise que ça ne l'était auparavant. Et ensuite, il y a comment les municipalités vont se sortir de cette crise. Et c'est quand on parlait avec Jérôme Glad de la situation, c'est de voir cette crise, est-ce qu'elle s'apparente à d'autres crises du passé et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Et pour moi, et bien sûr on peut en discuter, je ne prétends pas avoir une vérité unique là-dessus, je pense que c'est une crise qui en fait s'apparente davantage à une crise financière qu'à d'autres crises qu'on a pu avoir dans le passé. Elle n'attaque pas l'outil de production, elle s'attaque aux personnes, mais elle demande une telle réaction du pouvoir public, elle demande un tel investissement de support des personnes et du monde économique que tout l'agenda politique, en quelque sorte, des partis au pouvoir, quel que soit l'endroit où ils sont, va disparaître, et on va être dans une situation vraiment de crise de gestion de l'urgent, de ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut encore garder un socle de services commun. Et ça, c'est la même situation qu'on a vécue. Pour moi, c'est vraiment intéressant, même si moi, je n'ai pas vécu personnellement, mais j'ai entendu des tas de gens m'en parler dans le passé. C'est de voir, c'est exactement ce qui s'est passé à New York à la fin des années 70, quand la ville s'est retrouvée, pour toutes sortes de raisons, en banqueroute. Alors, je vais passer maintenant, je vais vous partager mon écran, on va passer sur quelques diapositives, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, nous y voici. Donc, ici, est-ce que Laura, tu peux me confirmer que ça marche?
Ça marche bien, juste mettre en plein écran. Parfait, Voilà, super. très bien. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 70? La ville de New York, pour toutes sortes de raisons, se retrouve financièrement exsangue parce qu'elle a, d'une part, étendu beaucoup son action de services sociaux, parce que d'autre part, il y a un flot de population qui quitte la ville, donc la base qu'elle peut taxer est de plus en plus petite. Donc, en fait, on a des dépenses qui augmentent et des revenus qui baissent. C'est possible que dans le court terme, dans nos grandes villes, on ait aussi la même chose, qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent partir des grandes villes. Moi, je ne pense pas que ça sera un effet de long terme, mais c'est certainement un des éléments des sujets de conversation et qui est très important pour des grandes métropoles. Et donc, tout d'un coup, il n'y a plus assez d'argent dans la caisse et on est obligé de réinventer la manière dont on va offrir certains services publics. Et alors oui, donc là, ça ne marche pas. Donc voilà. Et il y a quatre aspects principaux. On ne va pas les détailler tous là, mais je veux les mentionner. C'est-à-dire que le secteur public se réinvente à New York à la fin des années 70 dans toutes sortes de zones. La première, c'est dans ce qui est tous les services sociaux pour sans-abri itinérants. Le deuxième, c'est dans l'éducation. Il y a tout un mouvement qui se développe, qui prône une forme d'éducation alternative qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les charter schools, c'est-à-dire des écoles publiques mais gérées par le secteur privé. Tout ce qui est gestion de rue, la ville de New York arrête totalement de ramasser les ordures dans les rues ou d'entretenir les équipements publics, en tout cas pas du tout au même degré qu'auparavant. Et ça donne le développement ce qu'on appelle dans l'Est du Canada les Business Improvement Associations, et ce qui est un petit peu pareil, mais pas exactement pareil dans le Canada francophone, des SDC. Et puis donc, les conservancies, donc les sociétés de gestion de grands espaces ou de petits espaces publics, comme les parcs, les places et autres. Donc on va parler surtout du troisième et du quatrième là. Alors, ça, c'est ma diapositive préférée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'affiche du film de John Carpenter de 1981, Escape from New York. C'est un film absolument médiocre. Et en revanche, c'est devenu un film culte parce que ce qui est intéressant, je le montre parce qu'il imagine en fait, et il permet de se remettre dans l'état d'esprit du début des années 80, fin des années 70, où les gens pensent que les grandes villes n'ont plus de futur. Justement, cette perte de vitesse de New York, ça permet d'imaginer qu'en fait la ville va devenir, dans le cas de ce film, un pénitencier de haute sécurité, sans foi ni loi, abandonné à la loi du plus fort, et donc un univers totalement apocalyptique. Et ça, c'est ce qu'on pense qui va se passer quand on voit la criminalité qui augmente, la détérioration de l'éducation, les populations qui partent, toutes ces maladies en fait, de la ville de New York à cette époque-là. Or, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est exactement le contraire. Au lieu de s'enfoncer dans la crise, la ville va renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres, et va avoir une période qui fait que jusqu'à très récemment, ça devient la grande métropole internationale, la capitale du monde en quelque sorte. Pardon, j'ai un peu de mal avec mes diapositives. Et notamment dans le domaine des conservancies, c'est-à-dire que le secteur public va rentrer dans un système de délégation de gestion du bien public avec toutes sortes de groupes communautaires, en fait, avec des très fortes personnalités locales. Donc là, je vous mets quelques-uns des logos de ces groupes. Celui que vous voyez, bon, c'est peut-être à l'inverse, mais celui qui est dans le coin, la Greater Jamaica Development Corporation, c'est un des tout premiers qui existe. Et au départ, ça démarre sur un modèle de dotation publique, c'est-à-dire un financement public dans un modèle de grant, de donation en quelque sorte, à un groupe privé qui va choisir quel bouquet de services offrir à une zone géographique bien délimitée. Et ce modèle-là, il va grandir et grandir et grandir jusqu'à avoir des organisations comme le Central Park Conservancy ou le Friends of the High Line ou Bryant Park Corporation ou toutes sortes d'autres. Il y en a toute une myriade à New York, il y en a des centaines aux États-Unis maintenant. Et ils ont tous des points communs. Et en même temps, ils sont tous différents. Mais au départ,
Ce qui fait leur unité, c'est véritablement un nouveau partage de compétences et de responsabilités entre la puissance publique et l'acteur privé local. Et généralement, bon là je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pourrais passer une heure là-dessus, mais en gros, de dire que beaucoup de ce travail de gestion du local, il est basé sur la réalité de l'espace, bien sûr, sur la réalité des acteurs qui sont engagés, mais il y a aussi un fondement philosophique assez important qui vient d'auteurs et de livres que je recommande à tout le monde. Donc là, j'en mets 4 très brièvement. Jane Jacobs, que tout le monde doit connaître, qui est une sociologue, journaliste et économiste, qui a tout un concept de la vie urbaine qui est basé sur le quartier, sur la vie, sur l'individu. William H. White, qui est en fait un anthropologue, qui lui, si je veux simplifier, son message, c'est il faut baser notre action sur l'observation et non pas sur un système de règles. George Kelling, qui a toute une théorie pour résoudre la criminalité de rue, qui est basée sur le fait qui est ancrée sur la prévention et la qualité de vie, plutôt que sur la punition et le fait d'arrêter les gens. Et enfin, celui qui est sans doute le plus important pour nous aujourd'hui, qui est Elinor Ostrom, qui est la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie, et qui, elle, dit, dans des modèles polycentriques de gouvernance, c'est-à-dire où on a de multiples acteurs, privés, publics, communautés, acteurs temporaires, peu importe, on obtient des meilleures situations de gestion en termes de résultats, quelle que soit la manière dont on les mesure, que si on a un seul acteur qui gère, que cet acteur soit public ou privé. Donc, cette idée de coopération et de gestion parfois conflictuelle, parfois complexe, toujours plus complexe, mais en fait qui arrive à de bien meilleurs résultats. Alors, voilà. Donc, je continue sur le thème des conservancies. Pourquoi est-ce que les conservancies, c'est intéressant aujourd'hui? Parce que ce que je pense, c'est qu'en fait, le secteur public, quelles que soient ses ambitions, maintenant, tout simplement à cause des coûts qui sont engagés, là aux États-Unis, on a 2,8 trillions de dollars pour l'État fédéral. On ne parle même pas de l'État local ni de la ville. Cet argent-là, à un moment donné, il faudra bien le payer, il faudra bien le trouver de quelque part. Il va y avoir des choix qui vont devoir être faits dans les services offerts aux citoyens. Je ne pense pas que ce soit possible autrement et je pense qu'il y a beaucoup de gens du secteur public là sur cet appel et j'imagine que déjà vous entendez des appels dans vos propres municipalités sur comment est-ce qu'on va réduire ci, comment est-ce qu'on va prioriser. Et donc, un moyen de continuer à offrir des services, c'est de trouver des partenaires qui vont prendre en charge une partie de la dépense. Et les conservancies, elles réussissent à faire 3 choses qui font que je pense qu'elles sont un modèle très attractif pour cette période. Le premier, c'est qu'effectivement, elles permettent de diminuer les dépenses publiques. Alors, parfois, il y a toujours un investissement public, surtout pour du capital. Parfois, il y a toujours une dotation pour du fonctionnement. Mais en général, toutes ces sociétés dont on a vu les logos auparavant, qu'est-ce qu'elles font? Elles finissent par s'affranchir du support de l'argent public. Moi, je me rappelle très bien d'une scène à Bryant Park en l'an 2000 où le commissaire du département des parcs, qui était un personnage haut en couleur, qui s'appelait Henry Stern, est arrivé à notre conseil d'administration, dont il était membre, on va reparler de ça, et a dit, ouais, dans votre contrat, on doit vous donner 250 000 $ par an, mais on va arrêter de faire ça, parce que vous n'en avez pas besoin. Et sur le moment, ça a été un peu un choc, mais en fait, il avait tout à fait raison. D'abord, on n'en avait pas besoin. Et ensuite, lui, il en avait davantage besoin pour des espaces qui avaient bien plus de légitimité pour avoir cet investissement que notre espace à nous à ce moment-là. Le deuxième, c'est que c'est un modèle qui est prouvé, je vais dire universellement, je ne peux pas penser à un seul exemple qui a été un échec, à créer des espaces vivants, populaires, qui deviennent des succès, des pôles d'attraction et des pôles de fierté pour leur municipalité. C'est un modèle qui marche et qui donne des résultats fantastiques et donc qui est une source de fierté pour les gens qui y travaillent, pour les gens qui les utilisent et pour les gens qui réussissent à les mettre en place. Et enfin, et ça va devenir aussi important maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure où ces sociétés se développent, elles créent énormément d'emplois et d'activités. Elles complexifient leur activité, elles complexifient leur offre et comme elles sont extrêmement flexibles dans leur gestion au jour le jour, elles arrivent à se doter de personnel beaucoup plus étoffé que ça n'aurait été le cas
si c'était resté purement dans leur dotation originale. Donc voilà une image de Bryant Park, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est une des entrées du parc, avec le café sur la droite. Et ça, c'est le genre d'espace que ça permet de créer. Et vous en avez aussi à Montréal. Mais on peut montrer 10 exemples dans cette photo de choses qui ne seraient pas possibles dans une gestion purement classique du département des parcs de la ville de New York. Par exemple, il y a des parasols. Par exemple, il y a des chaises. Il y a presque autant de chaises qu'il y a de visiteurs. Ça, c'est simplement le genre de dépenses et d'équipements qui ne seraient pas possibles par le département des parcs. L'espèce de casemate, là, qui est en fait un bâtiment historique que vous voyez derrière, ce sont des toilettes publiques. C'est les toilettes publiques les plus propres et les plus visitées de la ville de New York, 1,5 million de visites par an. Et donc, ça permet d'offrir ce service de très haute qualité. Et je pense que c'est le genre de service qui va être encore plus en demande demain qu'aujourd'hui et qui sont compliqués à gérer dans des systèmes traditionnels. Bon, ça, je ne veux pas m'attarder sur tout ça, mais juste vous donner quelques idées de ce que ça permet de faire. Ça, en revanche, c'est une image de Bryant Park peu avant la création du parc, 1982. Donc, vous voyez, les fleurs, ça ne va pas, les lampes sont cassées, les poubelles, ce sont des bidons d'huile. Donc, c'est ce qu'on peut associer avec un espace un peu hostile. Ça, c'est le même espace aujourd'hui. Donc, totalement harmonieux, de bonne qualité, propre et quelque chose qui attire les citoyens et qui devient le point de rendez-vous de la ville. Et ça peut marcher partout. Donc ça, c'est les jardins du Luxembourg. Voici les Cotswolds en Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que ces lieux de sociabilité, on n'a pas besoin d'être au cœur d'une grande ville, au centre du quartier d'affaires pour les mettre en place. Ça peut vraiment exister dans toutes sortes d'endroits. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu, si vous me le permettez, dans la mécanique de tout ça. Et on veut laisser plutôt du temps pour les questions, donc je ne veux pas non plus aller trop en détail dans chacune, mais il y en a deux que je veux présenter ici. Quand je me dis, c'est vraiment un partenariat public-privé, c'est-à-dire que ça ne marcherait pas si c'était purement du privé, ça marche mieux que si c'est purement du public. Et souvent, il y a cette idée qu'en fait, il y a une perte, que le secteur public perd quelque chose quand il rentre dans une relation avec ces organismes. Et je pense que ce n'est pas le cas, en fait. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que il y a un rôle très fort du secteur public dans ces organisations. Les deux éléments que je veux mettre en valeur, c'est d'abord la création de la stratégie et l'orientation d'ensemble, c'est-à-dire de dire, OK, qu'est-ce qu'on essaye de faire ici? Quel est notre objectif? Et en fait, d'établir les paramètres de l'action de ce partenaire. Et ça, c'est un rôle qui doit être redéfini régulièrement, qui demande pas mal de travail, en fait. Et le deuxième, c'est de gérer le transfert des compétences. Je vous ai dit auparavant qu'il n'y a pas deux de ces organismes qui sont les mêmes, et c'est exact. Et en fait, il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins, et savoir en quelque sorte charger la barque de telle sorte à ce qu'elle puisse toujours traverser la rivière sans couler, ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie de ce rôle-là. Comment est-ce qu'on arrive à les mettre en place? Dans mon expérience, ça demande trois choses. Ça demande là encore, c'est un véritable partenariat avec le secteur public et le secteur privé. Ça demande une demande du politique, c'est-à-dire qu'il faut la légitimité qui est apportée par le politique et par les élus pour dire voilà, on veut un espace de cette qualité et moi, je vais porter un projet, moi, maire d'arrondissement, moi, maire de ville, etc., ou conseiller municipal, je vais porter ce projet pour qu'il aboutisse. Il faut ce que j'appellerais des innovateurs dans le secteur public, c'est-à-dire des gens dans les services administratifs qui aient la volonté de complètement remettre en cause la manière de faire et dire non, ce n'est pas une perte, on va gérer des partenaires au lieu de gérer des équipements et des espaces. Et c'est une nouvelle manière d'inventer notre travail et réussir à vendre ça dans leur espace. Et ce n'est pas évident non plus. Et finalement, des acteurs du secteur privé qui vont mettre des ressources, leur temps, leur argent et investir dans la création de ces sociétés qui sont quand même
extrêmement intensives dans leur gestion et donc demandent beaucoup de travail. D'autres éléments clés qui sont importants, il faut que donc vous pouvez les lire là, mais si on peut les résumer à une chose, je dirais qu'il faut avoir les bonnes parties autour de la table, hein, c'est ce que j'appelle là la composition diverse du conseil d'administration, bien identifier quelles sont les forces vives d'un quartier, d'une zone, et qui ont un intérêt commun dans la gestion de l'espace, et c'est eux qui doivent être là, et c'est de leur confrontation d'idées et d'idéaux qu'on va arriver à faire quelque chose. Et la deuxième, tous les autres peuvent être un petit peu résumés autour de cette idée qu'en fait, on est libéré des règles de la gestion publique. On est beaucoup plus dans un modèle de gestion au jour le jour privé qui est flexible dans les financements, dans les décisions de personnel, dans les décisions d'acquisition des biens ou d'octroi de services. Ça fait une énorme différence. Voilà, à un moment donné, je vais arriver à faire les diapos dans le bon sens, je suis désolé. Et ça, c'est l'exemple numérique de ce que ça donne. Donc, je choisis de parler de Bryant Park là, mais on aurait pu parler de beaucoup d'autres parcs qui ont ce modèle-là. Donc, si on regarde la gestion municipale de Bryant Park 1980, on regarde Bryant Park Corporation en 2015, combien d'emplois municipaux à Bryant Park? Il y en avait 2, maintenant il y en a 120. Quel était le budget annuel? $250 000, maintenant 25 millions de dollars, donc quand même multiplié par 100. Hein. C'est extraordinaire. Pourcentage payé par les contribuables, on passe de 100 à 0. Donc, on multiplie le budget par 100 et il n'y a plus un sou d'argent public. Et on passe de 200 000 visiteurs par an, si on est généreux, à 8 millions aujourd'hui, avec une baisse de la criminalité de 100%. Donc ça, c'est quand même, pour moi, si on n'avait qu'une seule diapo à regarder, ce serait celle-là, qui est de dire c'est un résultat extraordinaire et qui se fait sans aucun coût pour la ville, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors, c'est un modèle qui est attaqué aussi. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens, il y a et on peut en parler dans les questions si vous voulez. Je vais pas m'attarder ici. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces critiques, bien entendu, je ne suis pas du tout d'accord avec elles. Je pense qu'elles sont pas appropriées. Je veux juste parler un petit peu de tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut juger les choses dans leur contexte et sur la valeur de ce qu'elles apportent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, moi je dirais, on ne peut pas demander juste à une société qui va gérer un parc local de résoudre tous les problèmes de la ville. Ça, c'est au-delà de sa capacité. Ce que je pense en revanche, c'est que ce modèle d'engagement où on profite des capacités les meilleures du public et du privé, ça c'est un modèle qui peut être utilisé dans toutes sortes de secteurs de l'activité publique et qui permettrait de vraiment faire avancer le débat et vraiment faire avancer les causes de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la précarité, de la lutte contre la discrimination. Ça, je pense que ça marcherait très, très bien. Voilà. Je voulais juste vous montrer aussi un petit exemple. On n'est pas obligé d'être dans les grandes villes et au centre-ville. Ça, c'est un exemple qui marche bien aussi. Congress Square Park à Portland, dans le Maine. Où on parle d'une toute petite place de rien du tout qui, pareil, avec ce même genre de structure, réussit à avoir des résultats similaires à son échelle. Donc, ça marche pour les grands parcs, ça marche pour les petits parcs, ça marche au centre-ville. C'est plus facile, bien sûr, plus on a de ressources économiques sur place, mais tant qu'on trouve des partenariats et tant qu'on trouve le moyen de s'impliquer dans ces modèles de gestion alternatifs, on arrive à dégager les revenus nécessaires, à mon avis. Voilà, et puis voilà, si vous voulez voir ce que je fais sur Instagram, c'est là. Et je passe maintenant la parole à Jérôme Glad. Oui, ben, arrête ton partage d'écran. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que Laura, tu voulais faire une transition, non? J'enchaîne. Non, je pense que elle a été faite parfaitement. À Jérôme Glad, la parole. Très belle transition. Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai la tâche en fait un peu de contextualiser ça dans le contexte québécois. Bien sûr, la pépinière, on a surtout des activités à Montréal. On a aussi travaillé à Québec et puis de plus en plus, on travaille avec des municipalités partout au Québec. Et puis, comme j'ai vu que dans la liste des invités, il y avait des gens qui connaissaient peut-être moins la pépinière, j'ai quand même pris la peine de faire quelques petits rappels. Donc, je commence mon partage d'écran.
Laura, hein, tu me fais signe, mais des fois ma connexion, Ouais, non, c'est bien, ça roule bien. c'est très bien. Parfait. Je vais mettre en Plein parole. écran peut-être? Ouais, oui, Ouais, tout c'est à fait. ça. Tout à fait. Tout le monde a le plein écran? Super. Ouais, c'est bon. Donc, alors déjà, je fais une petite mise en contexte, puis dans le fond qui est très pertinente actuellement parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup basé de choses dans nos villes sur la distance. Une des choses qui a fait ça, c'est qu'on a séparé les fonctions depuis les années 50, comme le lieu de travail, le lieu pour consommer, le lieu de loisir et le lieu pour habiter. Puis là, tout se confiné chez nous, on se rend compte que on a dans certains cas oublié de créer des milieux de vie complets. Donc, nous, notre vision de la ville, c'est beaucoup plus une ville de village. Surtout là, à Montréal, on a la chance d'avoir des identités de quartier très différentes et puis partout au Québec. Donc, ça trame un peu la vision qu'on a passée de l'étalement urbain à plutôt de la vie de proximité, de la séparation des fonctions à des milieux de vie complets. On parle de tissu social effrité puis de crise de la sociabilité. À l'échelle de village, on sent qu'on parle plus de vie de communauté, tissu social fort, mixité sociale et intergénérationnelle. On parle d'identité, de créer des identités fortes, de l'attachement. Et puis plutôt que l'isolement, l'indifférence et la détresse psychologique que peut mener l'isolement dans des grandes villes, on cherche à recréer un esprit de voisinage, solidarité, bien-être et santé. La vision qu'on a vraiment de ça, c'est qu'au cœur de chacun de ces villages, pour renforcer ces identités, puis l'esprit de voisinage, euh, il peut y avoir les places de quartier et les places de village. Et la mission qu'on se donne à la Pépinière, c'est vraiment de créer et gérer des espaces rassembleurs, puis d'accompagner, donc, comme disait Laura en introduction, de plus en plus les municipalités, les acteurs locaux à développer leur propre espace. Si on décortique, en fait, pour parler de la complémentarité, un peu comme Jérôme Barth le faisait, des villes et de la société civile, on peut résumer que les villes, dans le fond, ce qui façonne de manière majoritaire les espaces publics, c'est les infrastructures publiques, les coûts d'investissement, notamment en immobilisation, comme les programmes triennales d'immobilisation, qui façonnent le socle des espaces publics, surface minérale, végétale, mobilier fixe, chalet de parc, éclairage, etc. Et dans la vision qu'on amène, il y a vraiment la possibilité d'amener une deuxième couche qu'on va appeler l'infrastructure sociale qui contribue à créer des espaces publics rassembleurs qui s'inscrivent au cœur de la vie des quartiers et des villages. Ça façonne l'identité locale, la vie quotidienne, les rassemblements, marchés, fêtes de voisins, événements, l'offre de services comme des bouffes et boissons, du mobilier léger qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans des aménagements plus durs, éclairage décoratif, agriculture urbaine, éléments interactifs, etc. Et pour ça, par contre, on note qu'il y a vraiment une absence de cadre et un budget délimité, et ça empêche le développement à plus grande échelle de ce type d'espace. Si on décortique, c'est quoi cette deuxième couche? C'est finalement assez peu d'éléments et des éléments très légers qui crée une diversité d'activités pour une diversité de clientèle. Puis là, je fais le parallèle avec ce que Project for Public Spaces, la manière dont il synthétise, c'est le Power of 10 plus. Donc, comment créer dans un lieu plus de 10 choses et plus à faire qui crée de l'intérêt pour vraiment une diversité de population intergénérationnelle, multiculturelle, etc. Puis ce qui est drôle, c'est que le schéma qu'ils utilisent pour schématiser ça, c'est Bryant Park. Que Jérôme vient de présenter précédemment. Une diversité d'usages assurant le succès. On peut synthétiser, là, il y en a d'autres bien sûr, mais on retrouve très souvent des volets comme terrasse publique, chaises mobiles, des barbecues en libre service, des scènes, piano public, événements, l'ajout de jeux libres, boîtes à jeux ou autres activités, du verdissement, de l'agriculture urbaine, des kiosques qui permettent de tenir des marchés ou des kiosques d'information pour organismes, et puis des cafés, restaurants et buvettes. C'est une réponse directe aux besoins des milieux de vie, donc pour créer de la convivialité, du vivre ensemble, renforcer la vitalité culturelle des quartiers, puis aussi surtout que la culture soit accessible à tous dans l'espace public hors les murs. Créer de l'activité, des occasions d'activité physique, de divertissement, puis du loisir pour tous âges, notamment les adolescents. Des fois, c'est dur de les faire sortir. Les enfants, c'est dur de concurrencer face aux tablettes des fois. Donc, comment on peut créer des espaces publics qui sont plus attrayants pour les enfants? Le verdissement, on parle d'îlots de fraîcheur, sensibilisation, implication sociale, quand on parle d'agriculture urbaine notamment. Les marchés permettent de créer du commerce de proximité, saines habitudes de vie, sécurité alimentaire. Et puis, tout ce qui est café dans les chalets de parc, par exemple, permet de créer des lieux
qui offre de la vitalité quotidienne et crée du lien social et des services pour la population. Et on se rend compte que pour chacun de ces éléments, en fait, les organismes de gestion sont vraiment la clé. Par exemple, si on veut avoir un barbecue en libre service à Montréal, il faut avoir l'autorisation du service des incendies qui va vous demander qu'il y ait une personne, un gérant de site qui supervise le barbecue, à part dans certains parcs où c'est autorisé. Si on parle de chaises mobiles à Montréal, comme il y a à Bryant Park, le service de police n'est pas très favorable à ça. On en voit beaucoup plus à Québec qu'à Montréal. Quand on parle d'événements, forcément, la gestion d'événements, c'est souvent des organismes qui le font. Puis quand on parle d'applications collectives agiles, ce qu'on voit beaucoup sur nos sites, c'est par exemple quelqu'un qui va venir et qui va pouvoir proposer un événement, puis une semaine, 2 semaines après, l'organiser sur place sans avoir à aller chercher de permis, etc. Donc ça favorise l'implication collective. Quand on parle de jeux libres ou de toutes sortes d'autres activités, on va parler d'assurance responsabilité civile. Quand on parle d'agriculture urbaine, on parle d'un entretien qui est important, puis de la gestion de bénévoles et aussi la valorisation des récoltes. Quand on parle de marché public, de marché fermier, on parle forcément de la gestion de marché, puis aussi l'orchestration de toutes les sollicitations. Exemple, un regroupement de parents d'une école qui ont fabriqué du miel avec leur ruche sur le toit, qui veulent vendre dans l'espace public. C'est beaucoup plus facile d'aller voir le gestionnaire du parc et de leur proposer de le faire que de faire une demande de permis auprès d'une ville pour tenir cette activité. Ça va être beaucoup plus long. Et puis tout ce qui est activité commerciale, permis pour bouffe et boissons, que ce soit le permis d'alcool ou le permis MAPAC, ça c'est clair que c'est quelque chose qui peut être géré par les organismes de gestion. Puis aussi en résumé, on parle beaucoup de participation citoyenne ou d'implication, de participation civique. On veut que les gens s'approprient davantage leur milieu de vie, mais ces organismes de gestion qui font l'intermédiaire entre finalement les municipalités et les citoyens favorisent vraiment l'implication de chacun. Puis on voit dans chacun des projets, par exemple, que nous on fait une démultiplication incroyable du nombre d'organismes partenaires ou de citoyens s'impliquant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de nos projets, je vais juste faire des avant-après de ce qu'on peut imaginer par cette deuxième couche ajoutée. Ici, à Place du Marché Atwater, un parvis d'église dans Mercy-Ouest, la place Émilie-Gamelin qui est devenue les Jardins Gamelin qui sont gérés par le quartier des spectacles, les jardineries au pied du parc olympique. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que c'est un projet qui est 4 saisons, parce qu'on parle souvent de ces lieux-là comme des projets éphémères ou saisonniers, mais pour nous, c'est beaucoup plus des projets qui peuvent s'inscrire de manière 4 saisons dans la trame de la vie des quartiers. La Marina Saint-Roch à Québec. Une tentative de valorisation d'un chalet de parc en hiver avec un projet pilote d'implantation d'un café. La caméra montrait ici, genre. Je pense que quelqu'un d'autre a son micro d'ouvert. Ouais, c'est pas grave. La Pointe-aux-Lièvres à Québec, donc on voit un grand parc avec assez peu d'aménagement et des ajouts, notamment une aire de jeu, un terrain d'aventure. Un marché fermier à Montréal-Nord. Puis le village au pied du courant, qui était le premier projet avec lequel on a commencé la pépinière. Donc je passe rapidement sur ces projets-là, puis la plupart, certains sont assez connus quand même. Face visible, ce que veulent les villes. Alors on se rend compte depuis que, donc ça fait 6 ans qu'on existe, la pépinière, que la commande qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que vous pouvez créer un aménagement convivial, puis faire que le lieu soit vivant, animé et créer de l'attrait. Cette commande, on est capable de la prendre, mais le problème, c'est que si elle n'est pas structurée dans une vision long terme, elle va va falloir réinvestir dans cette demande à chaque année, et c'est comme ça qu'on crée de la dépendance de fonds publics. Alors, la vision qu'on a, c'est beaucoup plus de travailler sur 4 couches, dont 2 couches qui sont invisibles et qui assurent le facteur du succès à long terme de ces espaces. Le premier étant le cadre réglementaire propice. Si on est capable, comme dans le cadre des Conservancies, d'avoir dans un secteur précis délimité la délégation de la co-responsabilité de la gestion avec un organisme, on a déjà fait un grand pas. Une fois qu'il y a un cadre clair, l'organisme de gestion peut mettre en place une gouvernance claire et une capacité de développer un modèle d'affaires, d'aller chercher ses propres fonds, ses subventions ou autres levées de fonds.
Et une fois qu'on a ça, là, on est plus capable de savoir quel aménagement on va vouloir déployer. Puis, par exemple, si on a besoin de 500 chaises bistrot, on va pouvoir aller voir une banque et dire on est là pour les 10 prochaines années, donc on aimerait faire un emprunt pour amortir le coût des chaises bistrot sur 10 ans. Et après ça, la capacité de créer un lieu vivant. Donc, c'est vraiment en y allant par couche, en remontant. Voilà, il faut miser là-dessus. Puis actuellement, il y a très peu de commandes qui portent là-dessus. Mais on pense qu'avant de penser au design et aux événements, il faut vraiment commencer par ça. Jérôme, est-ce que tu veux réagir? Je crois que c'est vraiment un point clé, ce cadre réglementaire. C'est ce qui fait toute la différence sur la capacité de ces espaces à être pérennes et à devenir de meilleur en meilleur d'année en année et à créer cet effet économique, l'impact sur les quartiers autour, la création d'emplois. Et ça veut dire aussi que, je veux juste aller sur un point vraiment technique, qui est qu'on n'est pas un prestataire de services du secteur public, hein, on n'est pas un vendeur. On est un partenaire. Donc, on est dans une situation où on n'a pas, dans le droit américain, on n'a pas une concession, on a une licence. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on est comme un adjoint, en quelque sorte, et comme un service annexe, en fait, de l'action publique. Et c'est ça qui permet la magie, en quelque sorte, de la gestion de l'événementiel, mais en même temps de garder le fait que le secteur public est impliqué, responsable et un partenaire au jour le jour. Parce que c'est pas comme de dire, voilà, on donne à la pépinière l'espace, puis on revient vous voir dans 2 ans, voir ce qui s'est passé. Non, c'est de dire, on est là à vos côtés régulièrement, on va vous aider à résoudre vos problèmes quand vous avez un problème. On est en fait un porte-garant de la légitimité d'une vision de long terme sur la qualité de l'espace. Tout à fait. Puis il y a une grosse différence dans on va dire le mouvement dans lequel on s'inscrit. On parle souvent d'éphéméralité, de saisonniers ou d'installations qui ne sont pas forcément permanentes. Puis nous, on est de moins en moins d'accord avec ça parce qu'en fait, pour nous, ce qui amène la permanence, c'est le cadre, le socle administratif et les organismes de gestion. Puis les organismes, après, selon les besoins qu'ils ont en animation et tout ça, vont mettre en place un mobilier qui va répondre à leurs besoins. Puis je dis souvent, un cabanon, ça a beau être quelque chose de très léger qu'on met dans sa cour. Une fois qu'on a mis un cabanon, il peut être là pour 10 ans, 20 ans. On peut l'améliorer d'année en année aussi. Ça, j'y reviens un peu après. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jérôme? Non, non, non. C'est bon. J'aime bien si je vois ta caméra, c'est bien de voir des gens. Parce que là, OK. Donc, je reprends. Et au niveau de la gouvernance claire, et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 on va dire, complexe. Puis on le voit dans plusieurs milieux. Il y a une volonté, souvent collective ou de multi-organismes, de mettre en valeur une place. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'indécision tout le monde gère ensemble. Parce que dans le concept de cogestion avec une ville, il y a un concept de très important, c'est la co-responsabilité. Et la manière de répondre facilement à ça, c'est qui va prendre l'assurance responsabilité civile des installations de la deuxième couche qui sont ajoutées. Et donc souvent, là, on va parler de responsabilité. Créer cette entente de cogestion, ça a une grande importance et une grande valeur pour l'organisme qui l'assigne. Puis une fois que ce cadre est clair, et ben là, l'organisme qui orchestre le tout peut faire impliquer plein d'organismes collaborateurs, de citoyens, commerçants, artistes, fermiers et énormément d'autres intervenants. Pourquoi ça a énormément de valeur, cette entente de cogestion? C'est parce que dans le fond, ça permet aux organismes de savoir dans quel cadre ils vont s'en aller sur le moyen ou le long terme et de développer un modèle d'affaires qui puisse être résilient. Là, c'est un peu un modèle idéal, là, mais qui est inspiré de ce qu'on peut voir, qui a été démontré en partie par les Conservancies à New York et puis qu'on peut voir un peu dans le modèle d'affaires événementiel. C'est un financement tripartite qui peut viser l'autonomie et la résilience financière. Un modèle donnant-donnant pour le bénéfice de la population. Et puis, pour les villes, on peut le voir un peu comme c'est une manière de tripler la mise. C'est un argument d'intérêt pour les municipalités parce que les municipalités qui ont une intention de mettre en valeur une place et qui ont un fonds de démarrage peuvent un peu agir comme kickstart pour
pour le financement du projet. En donnant une mise de base et une entente claire sur le long terme, après ça, l'organisme peut aller faire ses demandes de subventions, peut aller voir des commanditaires locaux ou des grands partenaires, des banques pour faire des immobilisations, des fondations, donc tout ce qui est financement privé, et puis commencer à faire son plan de revenus autonomes. Donc là, on va vraiment parler d'organismes aussi d'économie sociale qui sont capables de générer leurs propres revenus. Vente, par exemple, de bouffe et boissons, location, loyer pour des halles de marché, par exemple, ou aussi le bénévolat. La gestion du bénévolat, ça, c'est toute une grande valeur ajoutée qui peut être faite. Si, par exemple, un café de quartier va être géré par des bénévoles qui ne l'auraient pas ce service-là sinon. Au niveau des aménagements conviviaux, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est parce qu'il existe tout un catalogue là aussi qu'on est en train de synthétiser pour les organismes qu'on soutient. Pour nous, c'est important d'investir dans les installations et du mobilier qui, oui, est léger. Donc, on parle de lighter, quicker, beaucoup en urbanisme tactique, mais qui aussi est durable parce qu'on a trop acheté des parasols qui pétaient à chaque année parce que c'est pas parce que ça tient dans ta cour que ça va tenir dans un espace public pour un usage plus industriel, on va dire. Pour nous, ce qui est aussi important, c'est le plus possible, si les villes, les organismes peuvent avoir une vision de garder les installations en place à l'année pour faciliter le déploiement saisonnier, puis éviter qu'il y ait tout à réinvestir en frais de production et de montage année après année. Puis ça permet d'amortir les coûts sur le long terme. Et puis aussi, on a souvent, en tout cas nous, au début, on a beaucoup le réflexe de construire sur mesure nos propres installations. Puis à un moment donné, on a réalisé qu'il existait toutes sortes de modèles comme les chaises Adirondack qui ont été éprouvés à travers le temps puis conçus par des designers industriels dont c'est la spécialité. Donc là, on a tout un catalogue là, qui est beaucoup plus large que ça, mais de choses qu'on peut construire soi-même ou acheter auprès de fournisseurs qui ont fait leurs preuves. Au niveau du lieu vivant, pour nous, c'est important parce qu'on voit qu'on pense souvent en tant que grands événements ou événements pour animer les places, mais on a des fois oublié le quotidien. Donc, si on se donne une trame de penser au quotidien, à des rendez-vous hebdomadaires, puis à des grands rassemblements saisonniers, on peut penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé sinon. Donc, nous, on se met souvent en tête l'idée que c'est quoi la place du village, qu'est-ce qui va être la vie naturelle au quotidien, quel va être le rendez-vous hebdomadaire un peu pour remplacer le perron de l'église et le marché du dimanche matin, puis quels vont être les grands rassemblements qui vont tramer la vie collective. Puis pour finir sur un peu la mise en contexte au Québec, je vais parler d'organismes de gestion existants, parce qu'on n'a pas, on n'a pas tant de modèles tels quels de conservancy, mais on a plein de petits bouts inspirants qui peuvent être amplifiés ou mis ensemble pour démultiplier le modèle. Un des modèles qu'on a au centre-ville de Montréal, c'est le quartier des spectacles, notamment avec les jardins Gamelin. On s'approche très très près d'un modèle de gestion et de conservancy. Les Amis de la Montagne, donc pour la mise en valeur du Mont-Royal et puis la gestion de plusieurs concessions de cafés, ont tout un modèle d'économie sociale et de valorisation du site qui est extrêmement intéressant. Puis à Québec, on peut faire le pendant avec la Société de la rivière Saint-Charles qui à la fois met en valeur la rivière, il développe des activités, puis a commencé à faire de la gestion de sites. Au niveau d'organismes plus d'échelle de quartier à Montréal, c'est les Amis du Champ des Possibles étaient beaucoup connus aussi parce qu'ils ont été les premiers à développer un parc avec une entente de cogestion à Montréal. Donc ça, au niveau de l'entente de cogestion, c'est vraiment un exemple inspirant. On peut penser aussi à l'espace La Fontaine. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça, c'est donc le chalet-restaurant dans le parc La Fontaine, mais c'est un des rares restaurants ou cafés qu'on peut avoir dans un chalet de parc à Montréal. Alors que quand on va aller dans d'autres villes, il y a beaucoup plus, même dans les parcs de proximité, des offres de cafés dans les parcs. Donc, c'est peut-être aussi un modèle à démultiplier. Et puis, à Québec, Québec, ils ont en place tout un programme de places éphémères qui sont des places en fait gérées par le milieu. Et là, un exemple inspirant, c'est l'éphémère qui est géré par Pêche Sherpa, un organisme en réinsertion professionnelle notamment par les arts. Et ils ont cet espace inspirant qui crée à chaque été. Puis ça montre que toute la variété d'organismes qui peuvent être impliqués dans la gestion et la valorisation de ces espaces.
Un autre modèle qui est certainement un succès au Québec pour la valorisation des rues commerciales, c'est les SDC, les sociétés de développement commercial, qui, à la base, ne font pas vraiment de la gestion d'espace public proprement dit, mais de plus en plus, on voit des exemples de ça. La SDC Wellington s'en approche vraiment de plus en plus. Puis là, j'ai aussi mis la SDC du quartier Saint-Sauveur à Québec. Et au niveau organisationnel, on a là des modèles qui pourraient être très, très proches d'être prêts à faire de la valorisation d'espaces publics, comme les Conservancies. Et puis, ce qui est intéressant des SDC, c'est que c'est tout un réseau qui est existant au Québec et qui gère déjà en fait, des milieux de vie de cœur de ville et villages. Puis, moi, ce que je trouve très, très intéressant quand je voyage plus en région, dans les petites municipalités, que ce soit au Québec ou en Ontario, c'est la mobilisation du milieu dans les petites municipalités qu'on n'a pas, en tout cas que je ne retrouve pas tel quel dans les grandes villes. Je donnerai l'exemple ici de Wellington Park en Ontario, où au cœur de la ville, on a un marché du samedi, puis une espèce d'aire de jeu Adventure Playground qui a vraiment été cofinancé par énormément de partenaires locaux et qui crée une atmosphère, un parc tout à fait fabuleux. Là, je donne un exemple que je connais, là, parce que c'est à Cap-Saint-Ignace, j'ai de la famille là-bas, mais il y a un parc-école au cœur du centre-ville. Donc, cette cour d'école qui était ouverte, mais un peu sous-exploitée, il y a eu une mobilisation incroyable et vraiment un partenariat de plein de commanditaires et partenaires financiers locaux pour lever l'existence de ce parc-école. Et puis, je pense que c'est un modèle de mobilisation locale pour se recréer nos cœurs de village qui est inspirant. Et puis, le Biergarten de Lille à Plessisville, qui est un projet à la fois vraiment au cœur de la ville, sur une île dans un parc au centre de la ville, qui est un projet tellement simple, finalement une grande terrasse publique avec vente, avec barbecue, puis vente d'alcool, mais qui a été un succès instantané, puis très, très intergénérationnel et qui en même temps donc, est géré par un organisme local en cogestion avec la ville. Et ça génère beaucoup de bénévolat et ça génère des revenus autonomes qui sont intéressants. Puis au niveau de l'aménagement, beaucoup de commandites, de prêts, de matériel. Donc on peut faire beaucoup, des fois avec peu de moyens. Puis pour finir, aussi notre vision, parce que ça, c'est vraiment pas des choses qui sont réservées juste pour les grands centres. Puis je pense que dans les 20 dernières années, on a beaucoup investi dans des grands projets de destination. Beaucoup de villes, je pense, qui ont été inspirées par la High Line, de vouloir avoir un projet phare dans leur centre-ville. Mais je crois qu'on a un peu oublié d'amener de la magie dans nos cœurs de quartiers et villages. Alors nous, on parle de plus en plus d'équité territoriale, comment chaque communauté peut avoir accès à ces places qui créent du lien dans leur quartier. Puis à Montréal, il faudrait une centaine de places comme ça pour couvrir chaque milieu de vie. Puis au Québec, eh ben, il y a plus de 1000 municipalités, donc chacune mériterait d'avoir ces lieux de convergence et de rencontre entre les gens. En résumé, en tout cas de notre point de vue, bon, c'est une recette qui est très bonne et éprouvée, il y a peut-être des choses à discuter, mais pour créer des espaces publics plus vivants. Les municipalités n'assument pas seules le poids des dépenses. C'est une grande, l'entente de cogestion a une grande valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à débloquer souvent, mais c'est une valeur immense. Les organismes de gestion, ça a été dit par Jérôme Barthes, créent de l'emploi, puis on parle d'investir dans de l'économie sociale directement au service de l'amélioration des milieux de vie. Ça contribue à une plus grande implication de la société civile, citoyens, entreprises, institutions et commerces de proximité, plutôt qu'un désinvestissement de la société civile. Et ça contribue à renforcer l'identité et la fierté de chaque milieu de vie. Puis, dans le contexte post-Covid, ça peut contribuer à diminuer les risques de dévitalisation de certaines communautés qui seraient plus touchées par la crise. Je m'arrête ici. Merci Jérôme. Maintenant, c'est le moment, si vous voulez réagir, poser des questions, surtout pour créer une discussion. Donc pour les deux Jérôme, n'hésitez pas, c'est le moment dans votre onglet converser ou clavardage, ça dépend de votre logiciel. Posez votre question. Moi, j'en ai quelques-unes en fait
pour les intervenants. Puis merci à ceux qui ont écrit des questions aussi. On les a rassemblées pour créer de l'uniformité, mais on a pris les questions que vous nous avez posées en avant. Peut-être celle-ci, c'est pour Jérôme Barthes. Est-ce que on va parler dans ce moment, pendant la crise, comment ça se passe dans les espaces publics en ce moment à New York? Est-ce que tu sais comment ça se passe à Bryant Park? Est-ce que c'est encore ouvert? Comment se passe la distanciation physique? Est-ce que le café va réouvrir? Un peu nous donner des nouvelles là-dessus. Merci pour cette question et merci encore pour l'opportunité de s'adresser à tout un groupe aussi grand. Il y a le caractère réglementaire qui, ici, dépend de l'État. Donc, c'est le gouverneur de l'État de New York qui met en place les règles d'ouverture et les normes dans lesquelles elle peut se produire. Et pour l'instant, celle-ci permet l'ouverture des parcs à l'exception des jardins d'enfants. Donc, les jardins d'enfants, eux, sont fermés. Et quand il y a des parcs qui n'ont pas de séparation entre le jardin d'enfants et le parc est de facto fermé. Et on voit immédiatement, moi j'en ai un près de chez moi, à quel point ça crée comment dire, un point noir, quoi, un point négatif au cœur du quartier. Parce que même si on n'y rentrait pas, c'était la vie, c'était l'activité, et là maintenant, c'est plus là. Mais pour le reste des parcs, ils sont encore ouverts, ils sont encore très utilisés. Et je dirais que la distanciation sociale, elle se fait plus ou moins d'usager à usager. C'est la pression sociale. C'est une des grandes recettes du succès de Bryant Park et du travail de Jane Jacobs, c'est de dire qu'en fait, les règles, c'est pas parce qu'on met un policier derrière chaque personne qu'on va obtenir le respect des règles. En fait, ça marche pas, ça. C'est l'inverse. Surtout pas dans des villes, je pense, comme New York ou Montréal, où les habitants sont très fiers et ça dérange pas de défier l'autorité. C'est au contraire, c'est les aspirations communes qui font que quand les gens vous regardent un peu comme ça, dire « Toi, mon coco, tu n'as pas ton masque, tu n'es pas à bonne distance », là, on sent la pression sociale et il y a plus de… pardon, le mot ne me vient pas à la tête, mais de compliance, il y a plus d'adhésion aux règles. Et dans l'ensemble, c'est ce qu'on voit. Je dirais qu'on le voit un peu moins avec les cyclistes professionnels et les coureurs là, qui sont quand même un peu dans leur activité. Mais dans l'ensemble, je pense que ça se passe très bien. Et comme je disais auparavant, l'espace public reste, c'est là où tout le monde se retrouve là en ce moment. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde sort, tout le monde est dehors. Si je peux réagir là-dessus, je pense que les organismes qui gèrent des espaces publics vont être capables de certainement mieux encadrer les mesures à la fois d'hygiène et de distanciation physique par un encadrement et une prise une confiance qui est créée avec l'usager, vont être certainement plus capables de le faire que effectivement si c'était la police. Et si on ne veut pas créer un climat qui dégénère et qui divise les populations cet été, ça peut être intéressant de voir comment ces modèles de conservancies ou d'organismes qui gèrent des espaces peuvent réagir. Et déjà, ce qu'on voit, si je puis me permettre, c'est que les personnels d'entretien ils ont été désignés comme personnel essentiel, donc ils sont là. Et tout le monde fait un effort un petit peu pour la visibilité, mais tout le monde désinfecte les surfaces. Les gens sont poussés en avant en quelque sorte. Je sais que par exemple les toilettes publiques à Bryant Park, il y a des panneaux qui expliquent non, on lave ça toutes les 5 minutes. Donc il y a vraiment un désir de donner la confiance à l'utilisateur et d'avoir des ressources de personnel et d'avoir aussi pour ces organismes, pour la plupart, comme ils sont plus… bon, je peux pas parler de la gestion de chacun, mais ceux que je connais sont quand même plutôt bien gérés. On est dans une logique de budget pluriannuel. Donc, dans les années fastes, on fait des économies, on crée un surplus. Et dans les années maigres qui vont nous voir, ça va permettre de garder un niveau de continuité de service. Donc, nous, par exemple, moi, si je pense à la société que je gère, l'association de la 5e Avenue, nous, là, on n'a pas l'intention de diminuer nos personnels sur l'année à venir. On sait que nos revenus ne vont pas être les mêmes, mais on va pouvoir attaquer la réserve et on va pouvoir continuer à remplir nos obligations vis-à-vis de la ville de New York pour entretenir les espaces. Je vois plusieurs questions sur l'été pour la pépinière ou pour ce type de projet. On est en train d'essayer d'organiser un autre webinaire de partage de connaissances avec plusieurs villes et acteurs liés à la gestion des parcs au Québec là, pour répondre à ça. Et on pense que d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, on aura plus de réponses. C'est sûr que nous, nos espaces publics sont avant tout des espaces publics. Donc les parcs sont ouverts.
le volet déambulation de nos sites va pouvoir rester. Puis après ça, plus il y a on parle de déconfinement, plus il y a des couches qui peuvent s'ajouter. Donc là, le volet agriculture urbaine des sites va être autorisé avec l'ouverture des jardins communautaires. Après ça, il y a peut-être le volet marché fermier qui va devenir possible. Si jamais les restaurants et bars réouvrent ou juste leurs terrasses réouvrent, alors on pourra peut-être activer les volets café, buvette, etc. Puis, si on commence à pouvoir créer des moments culturels tout en respectant la distanciation physique qui risque d'être là pour durer, ben là, on va pouvoir faire des petits concerts que les gens peuvent regarder de loin, mais qui amènent de la musique et une ambiance dans la ville. Puis bon, ben pour les grands festivals qui peuvent se faire sur ces lieux-là, ça, je pense que personne planifie table là-dessus, même vraiment pour l'automne, c'est très dur d'y penser, là. Plutôt pour 2021. Merci Jérôme. Il y a vraiment beaucoup de questions vraiment super intéressantes. Je vous rappelle que peut-être qu'on est quand même 200 cet après-midi. C'est vraiment, merci à vous d'être présents. Vous pourrez nous contacter, je l'ai dit au début, mais je le répète pour ceux qui sont arrivés un peu après, vous pourrez nous contacter si on n'a pas répondu à vos questions. Ça va nous faire vraiment plaisir ou de les acheminer à Jérôme Barthes. Là, il y a une question plus pour Jérôme Barthes, c'est qui fait partie du CA des Conservancies. Comment les Conservancies sont mises en place, de quelle façon les résidents peuvent y participer, donner leur avis, et quel est le modèle financier des Conservancies? Alors ça, c'est 3 grosses questions et il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Donc, je vais essayer de vous donner un aperçu, puis après, moi, vous pouvez me contacter séparément, soit on peut aller dans une direction. Donc, je dirais qu'il n'y a pas 2 exemples qui soient les mêmes. Ils sont tous différents. Et ça, c'est dur pour le secteur public de le gérer. Ça demande énormément de travail. Cette idée qu'on ne va pas avoir un format identique, mais c'est comme vos enfants, si vous êtes dans une famille, ils sont tous pareils, mais ils sont tous différents. Et il faut s'adapter. Il y a quelque chose qui marche avec l'un, qui ne marchera pas avec l'autre, etc., etc. Donc, il faut accepter cette diversité et y penser comme à une richesse. Cette diversité, elle va avoir une représentation au conseil d'administration. Donc, le secteur public, à mon sens, devrait toujours être là, parce que ça reste un bien public. Ce n'est pas un bien privé, c'est un bien public. Et donc, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Et en fait, il va devoir travailler régulièrement, comme j'en ai parlé un petit peu, et parfois de manière pas prévue. Et une des raisons du succès en fait, de ces organisations, c'est que souvent, la gestion, le collectif de gestion, les personnels de gestion vont pouvoir basculer du côté du public face aux intérêts privés, ou basculer du côté des intérêts privés face aux acteurs publics. Donc, il y a un équilibre qui se fait, il y a une tension, il y a toujours une tension. C'est une tension créative, c'est une tension positive, mais des fois, elle peut avoir des étincelles aussi. Mais c'est normal, c'est un peu, ça vient dans le modèle. Et ça aussi, il faut l'accepter. Un truc que je dis toujours à mes partenaires, c'est de dire, de temps en temps, il faut faire des réunions où on parle de rien. Des réunions où on est juste là pour se voir, pour dire, ouais, tout ce qu'on a fait, regardez, il y a 2 ans, où on était là, maintenant on est là, c'est tellement bien. Bravo, bravo, merci. Et puis, on se revoit. Juste pour se rappeler qu'en fait, on est quand même dans la même famille parce que de temps en temps, ça va être un peu tendu. Pas seulement se parler quand on a un besoin précis. Donc, conseil d'administration, secteur public, je dirais les principaux acteurs économiques locaux. Donc, si vous avez un musée qui est là, ce serait bien qu'il soit là. Donc, il y a une espèce de zone géographique naturelle autour de chaque espace, de chaque quartier. Pensez à quels sont les acteurs forts dans cet espace et les inviter. Tout le monde ne va pas dire oui. Et cette présence, ce n'est pas toujours une présence économique, ça peut être aussi une présence symbolique, de dire quand il va y avoir une organisation locale, communautaire, par exemple, qui a une présence forte dans l'histoire du quartier, dans son activité. Ça, c'est des gens qu'il faut avoir pour avoir leur point de vue, et aussi parce qu'ils vont pouvoir apporter tellement de richesse à ce qu'on va développer sur le terrain. Mais généralement, c'est l'idée, je dirais, c'est d'avoir un conseil administratif qui est divers, qui est d'accord sur le projet fondamental qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que si c'est pour essayer de le torpiller de l'intérieur, ce n'est pas une bonne idée. Et qui aussi représente les intérêts économiques réels de la zone et qui a cette volonté d'investissement de long terme et en travail et, si possible, surtout pour l'immobilier. Parce qu'en fait, quand on améliore ces espaces, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même l'immobilier qui va en bénéficier, mais qui puisse faire donc un transfert de la ressource immobilière et du gain vers la gestion de l'espace public. Alors, deuxième partie de la question, c'était, si vous voulez bien me le rappeler brièvement. Micro de fermé. C'est le financement. Ah oui, alors les financements, là encore, ils vont être très divers. Merci, pardon.
Et ça va dépendre de chaque espace. Donc, il va y avoir, parfois, il y a une portion de public, encore que généralement, aux États-Unis, elle n'est pas là. Il y a une portion de revenus créés sur place, comme en parlait Jérôme Glad. Dans tous ces espaces, il y a moyen de trouver des moyens d'avoir des revenus sur place. Et parfois, il y a de l'opposition à ça, mais il faut quand même bien voir qu'il y a des désirs, ce que j'ai appelé universels de l'utilisateur, et notamment de pouvoir passer du temps dans l'espace avec une coupe, avec un repas, ça en fait partie. Et donc, ça donne une opportunité de revenu, même s'il n'est pas toujours énorme. Il y a la capacité d'aller chercher de l'argent des fondations. Il y a la capacité de dons. Comme dans les SDC, la SDC fonctionne dans un système direct de financement des biens immobiliers. Même si généralement c'est payé par les, je crois qu'au Canada c'est payé par les locataires et non pas par les propriétaires, ou peut-être par les deux. Dans le modèle américain, c'est beaucoup plus payé par le propriétaire, qui est celui qui a l'intérêt de long terme de valorisation. Ça marche très très bien. Puis le secteur public. Et puis bon, on peut être. Moi, ce que je prône, c'est une délégation assez large des droits commerciaux du site à l'organisme de gestion, et après à lui de voir quelles sont les possibilités qu'il peut créer. Mais ce qu'on voit, c'est que… Et puis, finalement, il y a les philanthropies. Je sais qu'elle est moins développée dans le modèle québécois, qui s'appuie davantage sur le secteur public, que dans le modèle américain. Mais de dire, voilà, chaque fois que vous venez ici, ça coûte tant. Gérer cet espace, ça coûte tant. Est-ce que vous vouliez bien considérer une donation volontaire ou quelque chose comme ça? Et, moi, je pense qu'il n'y a pas de mal. Je crois que c'est important que l'espace reste gratuit et ouvert à tous, bien sûr, mais demander à ceux qui peuvent de faire une donation, pourquoi pas, finalement. Je veux dire, par rapport au coût réel des activités de leur vie de tous les jours, c'est vraiment négligeable, mais ça peut faire des sommes considérables très rapidement, et c'est très facile de collecter ça de nos jours avec les technologies modernes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des financements extrêmement divers, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, d'être saisonnier et d'être flexible. Et puis, on construit son budget comme ça, on agglomère, et puis finalement, on y arrive. Merci Jérôme. Je pense que la prochaine question, ça peut-être pour Jérôme Glad. Si vous aviez 3 conseils à donner aux villes pour transformer durablement les quartiers, et ce à l'échelle du territoire, tout en respectant l'esprit du placemaking, implanter des mesures simples, plus coûteuses et faciles à mettre en œuvre, que serait-il? Quel serait-il? Ouais, c'est sûr qu'aux villes, on demande souvent, on doit être tanné de toujours se faire demander du financement, mais je pense que le gros conseil, puis Jérôme Barthes en a parlé là, c'est vraiment de trouver ses partenaires là pour animer son milieu, puis donc de trouver dans ces organismes de cogestion là des partenaires privilégiés. Donc le conseil 1 là, c'est d'accepter déléguer. Et de voir la grande valeur que ça a donc, je l'ai dit dans la présentation, déléguer en cogestion à l'espace public pour une période de temps minimum pour que l'organisme puisse mettre en place ça. 3 conseils, je ne sais pas, peut-être que Jérôme… Moi, j'en ai un deuxième fou, c'est voilà. de mettre la personne d'abord et la voiture après. Ça, ce serait déjà énorme. Et le troisième, je dirais, c'est de dire, et si je puis me permettre, je ne veux pas faire de la controverse, mais moi, j'ai participé à pas mal d'appels d'offres au Québec et autres, et mon impression, c'est qu'on a cette idée pour l'instant, quand on veut résoudre un problème d'utilisation de l'espace public, c'est qu'on met le design d'abord. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'architecte, on va aller vers le paysagiste, et on va dire, voilà, trouvez-nous une solution. Et certainement, ce sont des secteurs d'activité qui sont essentiels à l'élaboration d'une solution, mais je dirais que ce n'est pas eux qui vont apporter la solution. Et la solution, elle va venir d'une vision collective de ce qu'on veut accomplir au plan humain sur l'espace. Et après, on peut apporter des éléments de design plus ou moins intensifs, que ce soit du léger, facile, rapide, comme le fait la pépinière, ou que ce soit sur le long terme, de dire, bon, on va se doter d'équipements un peu plus durables, toilettes permanentes, éclairage, pavillons en dur, etc. Mais de dire, on va d'abord, la première solution à notre problème, c'est de prendre 40 millions et de faire un énorme projet, machin, qui va durer des années. Non, ce n'est pas le bon modèle à mon sens. Moi, je dis faire des essais, faire des expériences, et après, autour de ça, bâtir quand on le peut. Donc, commencer par la vision, commencer par la gestion, commencer par la programmation, et après, faire venir le design. Le design, c'est un outil au service d'une vision. Ce n'est pas le point de départ. Quatrième pour faire du bonus, je pense que ça a été dit avec la théorie un peu de polycentricity,
dont tu parlais au début, Jérôme, puis un peu qui recoupe notre vision de ville, de village. Mais je pense qu'il faut vraiment penser à investir dans nos espaces de proximité. On le voit là, avec le confinement, la mairesse de Montréal nous demande d'aller à nos parcs de proximité. À Paris, ils parlent de la ville du quart d'heure. Donc, comment on peut avoir accès à des espaces de qualité à 15 minutes de chez nous? Puis je pense que même que ce soit dans les aménagements publics ou dans les événements, on a un peu trop investi dans des gros lieux fantastiques, mais de destination qui créent juste plus de déplacements automobiles. Puis je donnerai un exemple, par exemple, la fête des neiges à Montréal, si tu coupes ça en 100, ça va amener de la magie dans 100 parcs de proximité, puis tu vas avoir quand même une expérience incroyable. Si tu prends Illumi, les trucs d'illumination à Laval, où tout le monde vient en auto, puis il n'y a pas de stationnement, tu coupes ça en 100, tu vas créer 100 parcs illuminés incroyables. Bon, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais je pense on pense un peu trop en grosses expériences de masse et on n'a un peu pas assez pensé en petite magie du quotidien de nos quartiers. Merci. J'ai une question plus courte. Il faut combien de temps pour imaginer, concevoir et fédérer autour d'un nouveau projet de ce type? C'est-à-dire, j'imagine comme Bryant Park, par exemple. Quelques mois, une année, plusieurs années? Je pense que ça dépend de la volonté politique et des partenaires. Moi, je pense que le plus rapide que j'ai vu, c'est, on va dire, 6 à 8 mois. Il y avait un espace à Minneapolis qui a été fait très, très rapidement, sur lequel j'ai eu l'opportunité de travailler. Bryant Park, ça a pris 10 ans. Donc, on peut vraiment avoir des espaces. Ça va dépendre des gens qui sont impliqués dans le projet et de leur volonté, de leur capacité à rassembler, à expliquer ce qu'ils veulent faire. Oui, puis des fois, ça se base sur des organismes existants. Il y a toutes sortes d'exemples. Des fois, c'est de partir un nouvel organisme. Dans certains milieux, quand on va parler de partir un nouvel organisme et qu'il y a déjà beaucoup d'organismes présents dans le milieu, ça peut créer de la controverse. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que si un organisme devient le gestionnaire d'un lieu, ça ne veut pas dire que les autres organismes vont être lésés ou oubliés dans l'affaire. Au contraire, peut-être que les choses vont être aussi plus faciles pour eux pour animer la place s'il y a un intervenant qui est clair. Donc, il ne faut pas non plus que la complexité puisse créer de l'immobilisme. Là, je ne sais pas si ça répond, si ça parle à la personne qui a posé la question. Merci. Une autre question, avec une petite mise en contexte, sachant que la culture du mécénat est moins forte aux États-Unis, au Québec qu'aux États-Unis ou au Canada anglophone, comment inciter les partenaires privés à investir et les sensibiliser à la valeur ajoutée des modèles de gestion alternatifs, leur démontrer les retombées économiques possibles et comment encadrer ces commandites s'il y a une demande, par exemple, de visibilité publicitaire et si on ne souhaite pas que la pub envahisse l'espace public. Oui, allô? Ça, c'est... Je vais juste fermer mon... Merci, le micro. Bon, là encore, je ne veux pas faire de la controverse, mais je vais dire que le meilleur argument quand on parle au secteur privé, c'est de leur parler d'argent et de leur dire que c'est dans leur intérêt de faire ça et de leur démontrer. Et c'est particulièrement vrai pour l'immobilier. Moi, j'ai travaillé avec le secteur de l'immobilier toute ma carrière et ils n'y sont pas pour leur bon cœur. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, pour eux, c'est certainement pas du mécénat, c'est un investissement. Et on leur présente comme un investissement qui va créer de la valeur pour eux. Et je pense que dans une situation là où il va y avoir sans doute beaucoup de pression sur l'office de bureau, beaucoup de pression pour attirer des commerces dans un contexte où déjà les commerces n'allaient pas bien et ça ne va pas s'arranger à court terme, de dire voilà, c'est assez peu d'argent finalement, parce que c'est ça l'autre grand secret de ces équipements, c'est que par rapport à des projets de réaménagement d'ensemble, ça ne coûte rien. C'est vraiment très très peu coûteux. Et donc c'est assez facile à mettre en place finalement. Donc de dire voilà, ça va vous bénéficier, ça va vous permettre d'attirer ce commerce, ça va vous permettre de garder ce locataire de bureau. Deuxième élément sur la publicité, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne veux pas avoir de la publicité dans mes espaces publics. Je ne suis pas contre un engagement du tout avec le secteur commercial. Je pense que dès qu'on se divorce du secteur commercial totalement, ce n'est pas une bonne idée non plus, parce qu'ils font partie de la société. Donc, la question, c'est quelle est la bonne place pour eux. Et c'est pour ça qu'avoir un conseil d'administration qui est
local, qui comprend son environnement et qui est capable de jouer comme un filtre, c'est très important, parce que ça permet de déterminer ce que c'était. Je vais vous donner un exemple à Bryant Park, par exemple. Nous, l'idée, ça avait été de dire, on ne veut pas faire 40 événements commerciaux par an, on veut en faire 4. Alors, on met un prix très élevé et on en fera 4, mais c'est tout. Et tout le reste du temps, il n'y aura pas ça. Mais en même temps, ça ne nous dérangeait pas d'avoir un partenariat avec la banque locale ou avec la bibliothèque ou avec d'autres gens. Et c'était extrêmement discret, c'était associé à une activité culturelle comme présentateur, comme sponsor et non pas du tout comme publicité. Donc, voir quel est l'appétit du public pour ce genre de choses. Et ce qui est bien, c'est que dans ces organismes, les gens n'ont pas peur de se plaindre. Et ils se plaignent, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils vous disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et je trouve que paradoxalement, c'est beaucoup plus démocratique parce que le gestionnaire, le partenaire, en fait, est beaucoup plus est obligé de répondre beaucoup plus et de justifier son action parce qu'il a derrière lui le secteur public qui dit « mais attention, là, vous ne faites pas un bon travail, on va trouver quelqu'un d'autre pour faire votre travail ». Donc, ça crée une tension qui, là encore, est positive et qui bénéficie un équilibre entre le culturel, on va dire, le commercial et la vie de tous les jours, qui est approprié par rapport à la vie de quartier. Ouais, puis je pense qu'il y a deux catégories. Tu sais, il y a mettons, en centre-ville, tu sais, par exemple, si on pense à Montréal, effectivement, peut-être il y aura moins de demandes pour l'offre de bureau, étant donné que le télétravail, bon, ça a ses limites, mais aura pris un peu plus de place. Alors peut-être que ça vaut la peine de valoriser des espaces publics, au contraire, pour continuer à garder de l'attrait des centres-villes. Puis à l'opposé de ça, ce que j'observe beaucoup, par exemple, plus dans des milieux ruraux ou des petites municipalités, c'est la mobilisation de locaux, que ce soit l'avocat, le laitier, le fermier, le Tim Hortons du coin qui se mobilisent pour faire une levée de fonds commune, parce que je pense qu'il y a un sentiment de responsabilisation. Faut pas que notre milieu se dévitalise, et puis les régions ont connu cette dynamique de dévitalisation et ont une plus grande compréhension de l'impact direct d'investir dans un milieu attrayant pour garder les enfants, pour que les jeunes ne partent pas toutes dans la grande ville, mais développent la fierté de leur ville, etc. Donc à l'échelle d'un village, c'est facile à encapsuler le besoin qu'on investisse tous dans des bons espaces. Et à l'échelle de la ville aussi, je dirais que bon, la ville moderne, elle est en concurrence avec la banlieue, hein, avec le suburb à l'américaine, le pavillon avec le garage pour 2 voitures, etc. Et on va au mall le week-end faire nos achats. Et en fait, il n'y a pas de lieu central pour la vie de la communauté. Et développer cette qualité de vie locale, c'est créer un pool d'attraction que la banlieue ne peut pas recréer. Ce n'est pas possible. Il n'y a simplement pas l'espace. Et donc ça, c'est vraiment un avantage comparatif extrêmement fort de l'urbain, même de village, hein, parce que le village, c'est quand même urbain, c'est dense, par rapport à la banlieue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour très peu d'argent, qui nous permet de garder nos populations, comme Jérôme venait de dire, et de garder la vitalité du centre urbain. Et quand on garde les gens, c'est des gens qui vont payer des impôts. Donc, ça permet de conserver tous les services en aval de cette décision du citoyen de rester dans la municipalité. Merci. Croyez-vous que dans la situation actuelle, il vaut mieux miser sur des aménagements évolutifs qui s'adapteront à la levée des consignes de distanciation? Avez-vous des pistes? Avez-vous des conseils? Comme question. Là, c'est vraiment comme pour cet été. Ouais, je pense que c'est dans l'immédiat, vraiment plus comme dès qu'on va pouvoir aménager. Ouais. Mais là, encore une fois, tu parlais, Jérôme, de William White avant. Là, je pense qu'il va falloir être un peu dans l'observation cet été, puis dans la réaction. Je crois qu'on a tous beaucoup à apprendre là. Ouais, il faut apprendre parce que je sais pas, tu sais, par exemple, moi, m'asseoir sur un banc public, j'ai des doutes. J'ai quelques doutes. Peut-être que m'asseoir sur, par contre, une table bistrot où je sais que l'agent de parc a nettoyé avec du désinfectant comme le panier d'épicerie, peut-être que ça, j'aurais plus confiance. En même temps, on voit donc, ben là, on voit, c'est quoi, c'est Vilnius Oui, là, on regardait juste avant qu'à Vilnius, ils viennent de décider d'ouvrir un grand nombre de leurs places de centre-ville pour les transformer en terrasses de café d'extérieur pour permettre à leurs restaurants de faire de la distanciation sociale et de survivre, en fait.
Donc, ils ferment leur rue, ils me font la place, ça devient hop, une grande terrasse. Et quelle expérience, en fait. Personne ne sait ce que ça va donner. Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est quelle va être la réaction de la personne. Et cette réaction, en fait, parce qu'on est quand même hyper sociaux, on copie les comportements des uns des autres. Si on voit d'autres gens le faire, je pense que ça va nous donner l'idée que nous, on peut le faire aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous les gestionnaires, c'est un peu mettre la table et dire, voilà, venez, vous êtes tous invités, c'est propre, c'est bien, et puis après, il faut espérer que ça va prendre. Hein. Mais ça va être un grand laboratoire, l'espace public cet été, et c'est pour ça que peut-être pour répondre à la question, je pense qu'on est mieux d'investir dans du mobilier qui peut se bouger, Ouais. plutôt que construire un gros mobilier plutôt lourd sur mesure qui est moins agile. Et puis, c'est quoi? Bon, on commence à avoir une tendance aussi que l'espace confiné ou les espaces avec de l'air qui circule en boucle a un plus fort taux de contamination, en tout cas que l'air extérieur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit cette tendance, dès qu'il y a dès que les commerces réouvrent, en Chine, les coiffeurs coupent les cheveux dehors pour ne pas être à l'intérieur. Les restaurants seront plutôt encouragés à avoir des grandes terrasses que de faire rentrer les gens dans leur salle à manger. J'ai vu, je ne sais pas si c'est en France, des gens qui conseillent aux villes d'installer beaucoup de tables de pique-nique dans les parcs avec du Wi-Fi pour que les travailleurs puissent davantage travailler en extérieur que dans des environnements confinés. Donc, en fait, et puis je pense que c'est toi, Jérôme, qui me le disais, en fait, toute ville, enfin, ça risque d'être une valorisation de l'espace public comme on n'a jamais vu finalement. Sachant que la notion économique restera au cœur de nos vies, du moins pour le moment, et dans l'optique de multiplier les événements dans plusieurs quartiers en opposition de très grands rassemblements, serait-il possible de générer le même niveau de revenus? Ah, que les événements? Mais Je pense que les gros il y a événements. beaucoup d'événementiels qui sont basés quand même sur des subventions. Donc là, il y a beaucoup de subventions ou commanditaires qui ne s'appliqueront pas. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds qui doivent être rapatriés vers le soutien de première ligne. Par exemple, je pense que c'est Hydro-Québec ou son concurrent là, qui a tout mis ses commanditaires dans Centraide. Donc je pense qu'il y a des fonds qui vont être rapatriés vers ça. Maintenant, il y a beaucoup d'événements qu'on a comme au quartier des spectacles qui sont pas payants pour le public. Les seuls revenus autonomes, ça va être plus la vente d'alcool, mais qui va être pas qui va peut-être être 33%, mais il y a surtout une grosse part de subventions. C'est très difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a de la vitalité culturelle dans les quartiers dans la prochaine année, c'est certainement beaucoup plus à l'échelle de petites places de quartier où on va avoir quelqu'un qui vient jouer du piano public, puis une centaine de personnes tous à distance qui en profitent, et puis le son qui se diffuse dans le quartier, que dans des grands rassemblements. Bon, donc ça, c'est clair. Le modèle économique de ça, c'est encore difficile à dire. Et nous-mêmes, on a des lieux qu'on se demande si on va pouvoir les soutenir d'un point de vue financier, comme des lieux où il y aurait des buvettes, des cafés ou même des marchés fermés. Alors, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais il y a quand même eu un développement depuis 4-5 ans. Je ne sais pas si vous avez tous ça, mais moi, je reçois des GoFundMe, des requêtes d'argent par mes amis, en fait, pour soutenir tel projet, soit œuvre de charité, soit manifestation culturelle. Et je pense que ça se développe de plus en plus, cette idée que une personne peut diriger la participation d'autres personnes pour financer quelque chose. Ça se fait dans la sphère privée par l'ordinateur pour l'instant. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas une mauvaise éducation pour demain pouvoir dire, voilà, on met cet espace, on met cet orchestre de quartier, etc. Ça coûte tant, participer. Hein. Il y a des machines, vous avez peut-être vu ça dans les cafés, on met sa carte de crédit, ça fait gling, voilà, on donne $1 pour le serveur, pour son pourboire. Bah, on peut très bien mettre $5 pour le concert, et puis personne n'est obligé, mais à la fin de la soirée, s'il y a 200 personnes, ça fera $1 000. Donc, on se réinvente, et c'est peut-être aussi l'occasion de communiquer différemment avec l'utilisateur pour leur apprendre qu'il y a un besoin financier derrière ce qu'il aurait offert.
Il y a aussi une question d'acceptabilité sociale. En fait, on ne sait pas encore si ça va être acceptable socialement pour une entreprise, mettons un commanditaire, là, de dire j'investis dans le lien, j'investis dans des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Je pense qu'en ce moment, par exemple, il y a un bon momentum pour investir dans des projets d'agriculture urbaine. Donc, peut-être que les organismes d'agriculture urbaine pourront faire des levées de fonds plus faciles parce qu'il y a un besoin, je pense. Alors, si à un moment donné, dans la relance et que le déconfinement fonctionne, il y a cet attrait et ce besoin de sortir dehors et d'avoir des lieux dont on peut être fier quand même, il y aura peut-être un engouement de certains grands partenaires financiers, notamment ceux qui sont moins touchés par la crise, pour s'associer et financer ce type de projet. Je vais faire il nous reste 6 minutes. Je vais prendre une dernière question. De quelle façon le conseil d'administration des Conservancies encadre le financement privé? Et quel est le profil des financements privés dans les exemples présentés, philanthropiques, banques, d'autres exemples? Alors ça dépend vraiment. Je dirais que le conseil d'administration, il approuve le budget, et le budget, ses dépenses et ses revenus. Et donc, dans les revenus, on a les financements privés. Donc, si je prends l'exemple de Bryant Park, on a un financement direct qui vient des propriétaires immobiliers autour du parc. Donc, mettons que ça faisait 1,5 million à l'époque, quand moi je suis parti. On avait les revenus des concessions sur place. Donc, ça, c'était un loyer. Ça faisait à peu près, bon an, mal an, 2 millions. On avait les revenus publicitaires des bannières autour du parc et de nos kiosques à journaux. Donc, ça faisait à peu près un demi-million. On avait après des partenaires, des commanditaires pour nos grands événements, tels que la patinoire et le Festival du film. Donc, ça faisait 3 millions. Donc comme ça, on agglomérait notre budget. Et tout ça, c'était révisé par le conseil. Après, vous aviez, quand on a la patinoire, il y a la location de patins, etc. C'est comme une activité commerciale normale. Bon, un espace public de quartier, il ne va pas avoir une patinoire avec 500 000 utilisateurs, ce n'est pas possible. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on garde cet équilibre entre la dépense et le revenu et on considère la dépense après qu'on ait considéré le revenu. Donc, si on a une dotation de la ville, mettons, de 50 000 $, après, on pense qu'on va avoir une buvette et on a tant de revenus, ça va faire 15 000 $, etc. Bon, on arrive à un budget, mettons, de 100 000, on va dépenser 100 000 et puis on fait ça en quelque sorte. Et parfois, le conseil est amené à rejeter des opportunités, à dire, voilà, non, c'est trop commercial pour nous, ou ça ne nous intéresse pas, ou ce n'est pas le moment d'augmenter tel revenu, etc., etc. Ou alors de dire, oui, on pourrait avoir Starbucks dans nos espaces de café du parc. Ça, c'est un vrai exemple. Hein, mais on n'est pas, nous, on ne veut pas Starbucks. On veut un concept new-yorkais, local, qui parle à notre public plutôt qu'un concept national qu'on pourrait avoir n'importe où. Donc, on accepte un gain inférieur d'un point de vue financier pour avoir l'image qui correspond à l'espace qu'on veut créer pour nos utilisateurs. Ouais. Je pense qu'il faut clairement encadrer ça. Si on parle de vision par rapport à ça, nous, on s'est toujours refusé, par exemple, d'avoir un commanditaire qui présente le lieu. Pour nous, un espace public ne peut pas être l'espace public Banque Scotia. Par contre, pour un événement ponctuel, exemple l'Oktoberfest, la cabane à sucre, ben, là, c'est beaucoup plus acceptable. Puis c'est ce qui se passe dans le modèle événementiel. Et le public, en fait, c'est le guide. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il faut toujours revenir sur l'utilisateur. Les gens vous disent très clairement ce qu'ils considèrent comme acceptable ou pas acceptable. Et c'est ça, quoi. Il y a comme un monstre du Loch Ness qui revient régulièrement à New York. Oui, on va vendre les droits des stations de métro ou des parcs. Hein. Ça va être Bank of America Park, ça va être la station Shell, Exxon, je ne sais pas quoi. Et c'est des idées qui meurent immédiatement parce que les gens n'en veulent pas. Et puis c'est tout. Donc, il faut vivre dans les paramètres du réel. Est-ce que vous êtes d'accord pour une dernière question? Oui, volontiers. Ah, il y a 2 questions drôles qui viennent de popper. Ouais. Je vais prendre la plus grande, la plus sérieuse. Quelle serait la durée réaliste d'une entente contractuelle avec un Conservancies et avec une ville, entre une Conservancies et une ville? Après combien de temps un projet peut-il atteindre une autonomie financière afin de soutenir ses activités? Quels sont les critères de la reconduite ou la prolongation de cette entente?
Alors, moi, je vous dirais qu'à mon avis, il faut de la durée. On ne peut pas faire un truc de qualité si on n'a pas un peu de temps pour prévoir. Et je pense que c'est bien de… Si je devais donner un conseil à une ville, je dirais, donnez-leur 5 ans avec 2 périodes de renouvellement de 5 ans. En même temps, dites-leur que vous pouvez annuler sous 30 jours sans aucune raison. Et ça, c'est le contrat type à New York, de dire que la municipalité peut tout changer sans justification sous 30 jours. En même temps, pratiquement, c'est impossible à faire parce que tant que ça marche, les gens ne l'accepteraient pas. Donc, c'est un équilibre qui fonctionne bien. En même temps, je ne donnerai pas trop long non plus parce que je ne leur donnerai pas un bail de 99 ans parce qu'après, on perd vraiment le contrôle des choses. Et puis, c'est bien d'avoir des moments où on peut revoir ça. Et on peut commencer à avoir des résultats très vite. On peut commencer à avoir des changements sur le terrain très rapidement. Ça augmente dans la durée, mais je pense que du jour où on commence, d'ici à 6 mois, on peut déjà sentir une transformation de l'espace. Parfait. Jérôme, c'est tout. Peut-être, il y a une question qui est: bonjour, comment vous rémunérez-vous? Peut-être que je l'élargirai en disant comment dans votre travail, comment vos équipes sont rémunérées pour créer justement de l'emploi. C'est peut-être par rapport à l'emploi, comment créer de l'emploi dans de la gestion d'espace public ou dans la valorisation d'espace public. Moi, je dirais que j'ai toujours, je pense je ne sais pas du tout comment c'est, je te laisserai répondre pour la pépinière, mais pour moi, dans tous les postes que j'ai faits, que ce soit Bryant Park, le Highline ou Times Square, on paye le prix du marché. Honnêtement, hein, c'est ça. C'est-à-dire et c'est une des forces en fait du modèle, c'est que moi, je présenterai l'argument que le secteur public, quand il vend un bien, il ne le vend pas assez cher, et quand il achète un bien, il l'achète trop cher. Alors que le secteur privé, c'est plus facile d'être au bon niveau et d'être flexible. Donc, on paye, par exemple, le salaire minimum à New York maintenant, c'est $15 par heure. Bon, ce que je vais dire maintenant, c'est sûrement plus vrai puisque la situation économique a complètement changé, mais on ne peut pas avoir un travailleur de qualité à New York pour $15 par heure. Ce n'est pas possible. Si on veut quelqu'un qui n'est pas drogué, peut parler aux gens de manière cohérente et va être à l'heure au travail et venir au travail tous les jours. Donc, c'est 3 qualités de base pour un emploi vraiment de base, balayeur, agent de sécurité, des choses comme ça. $15 par heure, il y a 3 mois, c'était impossible à trouver. Donc, nous, on est à 16, $17 de l'heure parce que c'est le prix du marché. Le prix du marché est au-delà de ça. Après, quand les gens sont là pour plusieurs années, bon, ils ont leurs augmentations, ils ont une augmentation tous les ans. On a le système américain de benefits, hein, donc d'avantages à côté du salaire, est très réel. Et dans les organisations genre Conservancy, il a tendance à être très évolué. Donc, par exemple, à Central Park Conservancy, on vous donne 5% de votre salaire à mettre dans votre fonds de pension tous les ans. Nous, on fait la couverture médicale de tous les gens, couverture dentale, etc. Donc, c'est assez complexe. C'est un package de compensation, on va dire. Et puis pour les personnels administratifs, c'est la même chose. Hein. C'est des professionnels qui viennent du secteur public ou du secteur privé et on est en concurrence avec tout le monde pour les payer. Et c'est comme ça que les rémunérations existent. Et pour la mienne, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis payé plus ou moins, c'est comparé avec les gens qui ont le même genre de boulot que moi à New York et c'est là que ça se situe. Mm-hmm. Merci Jérôme. Jérôme, est-ce que tu veux répondre, Jérôme Glad? Non, mais la question est large, mais nous, à la Pépinière, on a à la fois des projets dont on est promoteur, donc on génère des revenus autonomes, on a des subventions, etc. Donc c'est une activité économique, là, donc on s'insère dans l'économie sociale. Et puis on a en même temps des contrats municipaux de villes, etc. Donc où on s'insère dans le marché. Voilà, puis on a aussi des subventions de plus en plus, surtout des subventions pour faire de l'accompagnement justement à des organismes ou des municipalités qui voudraient développer ce même type de projet. Donc on est un organisme comme typique. Et donc on paye les gens qui font le travail. Oui, puis la question de la rémunération, c'est aussi la question du financement. Puis c'est que pour un organisme comme la Pépinière, c'est une multitude de sources de financement qui n'est pas seulement du public, et aussi c'est ça. Ouais. Je dirais aussi que quand on va chercher de l'argent des fondations, c'est quelque chose qu'ils regardent. En tout cas, les fondations plus évoluées, c'est quelque chose qu'ils regardent. Ils veulent être sûrs que l'argent ne va pas au patron,
et que l'argent va vraiment sur le service, sur le terrain. Et donc, il y a des gens, des auditeurs de ces organisations particulièrement, qui peuvent poser des questions très pointues et très, très légitimes, de dire, mais attention, mais combien d'argent va dans le service? Pourquoi vous avez ça? Pourquoi vous avez… Bon, et je ne dis pas que c'est tout parfait. Hein. Moi, j'ai des idées, là, des exemples où je me dis, bon, il y a peut-être des excès. En même temps, ça reste quand même beaucoup plus visible et ça reste public parce que c'est quand même des contrats de droit public. Donc, toute cette information-là, elle est publique. Moi, mon salaire, vous n'avez qu'à aller sur guidestar.com. Vous pouvez voir toute ma rémunération des dernières années. Hein, c'est totalement public dans tous les documents. Donc, il faut pouvoir la justifier et il faut pouvoir dire, voilà, non, mais ça correspond à ci, ça à l'autre, dans un budget d'ensemble, etc. Merci pour votre transparence. Je pense que c'était une question qui était quand même intéressante. Il est 3h05 et il faut respecter notre horaire. Alors, je remercierai tous les participants. Je répète que si vous avez encore des questions, vous avez envie d'échanger avec nous, la pépinière, ou avec Jérôme Barth, n'hésitez pas à nous contacter. On a mis un peu plus haut dans la conversation, on va le remettre avant de terminer la réunion, info@pépinière.co, sur nos réseaux sociaux aussi. Jérôme, si jamais Barth, tu veux écrire ton courriel, tu es libre aussi de le faire dans converser. Oui, on pourra t'écrire. Sinon, nous, on fera sinon on pourra faire le relais. On a des merci, on est content que vous ayez apprécié. D'ici 2 ou 3 semaines, on devra avoir une autre conférence. Donc, restez à l'affût. Ça nous fera plaisir de partager avec vous et d'échanger avec des intervenants. Merci beaucoup à Jérôme Barth d'avoir été avec nous. Je suis là. Tout d'un coup, j'ai un doute sur mon adresse. Ah oui, ok. Mais on pourra le partager, nous, de notre côté. Ouais, c'est pas gênant. On a l'adresse courriel de tous les inscrits aujourd'hui. On voit plein de noms qu'on connaît. Bonjour tout le monde. Il y avait un autre Jérôme. Voilà, c'est là. Très bien. Ah, super, merci. Donc, vous avez l'adresse de Jérôme. Et puis, nous, on vous invite, ceux qui sont encore connectés, à aller sur notre site internet, onglet Programme. On a le guichet d'initiative qui est lancé et qui veut accompagner des initiatives dans des espaces publics. Si vous en avez, entreprises sociales, organismes ou citoyens, vous êtes les bienvenus à manifester votre intérêt. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.